Bonjour. D'abord, j'aimerais un peu présenter l'ANSAT, qui est un peu atypique par rapport au monde universitaire dans lequel la majorité d'entre vous se situe. Euh, L'ANSAT est un peu atypique et unique, d'abord parce que c'est une école, pas une université, et c'est une école où la majorité des enseignants sont des professionnels en activité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très très peu de, j'allais dire, d'enseignants professionnels. Euh, la plupart sont des professionnels en activité, qu'ils soient comédiens, metteurs en scène, enfin c'est des acteurs du théâtre, comédiens, metteurs en scène, scénographes, concepteurs son, concepteurs lumière, etc., costumiers, etc. Euh, c'est une école qui est unique aussi parce que contrairement aux autres écoles de théâtre en France, comme par exemple le Conservatoire ou le TNS, c'est la seule école qui est sous la tutelle de l'enseignement supérieur, en France en tout cas. C'est aussi une école unique en Europe parce qu'il y a 10 départements, en tout cas 10 métiers différents qui sont enseignés. Donc je les mentionnerai peut-être tout à l'heure. Enfin, c'est le jeu, les acteurs, euh, les costumes, l'administration, mise en scène, lumière, son, scénographie, qu'est-ce que j'oublie, les auteurs, euh, direction technique, et j'en oublie un, administration, je l'ai déjà dit. Enfin bref, 10 métiers, ce qui couvre à peu près euh, tous les métiers qui sont liés au théâtre. Voilà. C'est une école euh, qui dès son intitulé, précise bien de quoi il s'agit. C'est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. C'est-à-dire que la dualité entre art et technique est presque fondatrice dans cette école. Euh, les, les comédiens, par exemple, apprennent des techniques. Euh, la différence entre les arts de la comédie ou la conception sonore, par exemple, c'est le rapport à la technologie euh, qui fait que les uns s'appuient sur une technologie, les autres sur des techniques sans avoir forcément besoin de technologie. C'est peut-être une des réponses aux questions que tu posais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'informatique a mis du temps à être reconnue, en tout cas. Si on compare par rapport à la musique, les musiciens se servent d'instruments. Les musiciens ont besoin d'un vecteur, les graphistes passent par un médium. Euh, le théâtre n'a pas besoin d'objets, n'a pas besoin d'accessoires, n'a pas besoin de... Voilà. On peut faire du théâtre, il suffit qu'il y ait un humain et un spectateur et le théâtre existe. Donc c'est pas une nécessité en fait de passer par de la technologie. On peut faire du théâtre sans technologie. Euh, on a depuis 2 ans un nouveau directeur, Laurent Gutmann, qui est metteur en scène. Donc l'école est en train de prendre une direction qui change, qui évolue. Et je, oui, l'informatique à l'ANSAT est quelque chose qui est utilisé au quotidien, c'est-à-dire que ça a été déjà dit dans l'introduction, si on enlève l'informatique au théâtre, il n'y a plus de représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tous les spectacles utilisent l'informatique. Donc dans ce cadre-là, nous sommes des utilisateurs d'informatique. Euh, nous ne sommes pas des informaticiens, mais vraiment des utilisateurs. Et des praticiens qui utilisons l'outil informatique au service du développement. Euh, Ça aussi, c'est quelque chose d'important et qui est peut-être aussi un élément de réponse à Rémi
Euh, euh, on est utilisateur d'informatique, mais il n'y a pas de développement informatique pour le théâtre. J'entends par là que les développements qui viennent de l'industrie ne sont jamais développés pour le théâtre. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas lié à l'informatique. C'est vrai pour pratiquement toutes les technologies qu'on utilise au théâtre. On pourrait prendre l'histoire du théâtre, mais en tout cas la machinerie à l'italienne vient évidemment de la marine. Les premiers débuts de l'éclairage au théâtre, ben, c'est les technologies du gaz qui n'ont pas été développées typiquement pour le théâtre. Et puis, etc., on pourrait remonter comme ça jusqu'à l'informatique, à tel point que, par exemple, en son, puisque c'est mon département et je connais bien, euh, euh, même en analogique, on n'a jamais eu d'outils dédiés pour le théâtre. Les consoles son, par exemple, sont toutes dédiées au studio ou au concert, mais pas au théâtre. C'est-à-dire qu'on était, même en analogique, euh, on est obligé de, en tant que praticien, de détourner les outils pour pouvoir se les approprier. Et ça, c'est quelque chose qui fait presque partie du savoir-faire du concepteur son, concepteur lumière, scénographe, etc. Quoi. Si on a un savoir-faire, c'est celui-là. C'est celui de détourner les outils qui viennent de l'industrie ou qui viennent d'autres domaines. Pour l'informatique, c'est exactement la même chose. On va utiliser des outils qui viennent de l'imagerie 3D, qui viennent du studio pour la musique ou qui viennent du monde du DJing. Le logiciel le plus connu peut-être pour le son, ça serait Live, avec son pendant pour la vidéo Millumine. Ce sont des outils qui ne sont absolument pas adaptés à la création au théâtre, absolument pas. Mais voilà, on a pris l'habitude de les détourner, on a pris l'habitude de faire des contours logiciels de manière à arriver à nos fins. Ça pose pour moi vraiment une question, c'est comment est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, penser le développement et penser la recherche. Pour moi, c'est vraiment une vraie question, c'est-à-dire comment est-ce que cette habitude de détournement étant tellement ancrée dans les pratiques, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver l'énergie, de la ressource pour se dire pensons les choses autrement et mettons-nous au travail, nous praticiens, sur des questions de recherche. Quelque chose qui est très compliqué, quoi. Ce qui explique aussi en partie cette résistance à s'engager sur des terrains inconnus, quoi. Voilà. En tout cas, ce manque d'outils fonctionnels pose des questions. Rémi l'a dit en introduction aussi, la France est maillée par l'informatique musicale. On trouve des groupes de recherche un peu partout, à Albi, Lyon, enfin je ne peux pas tous les citer. Il n'y a pas l'équivalent pour le théâtre. C'est-à-dire que il n'y a pas de lieu de regroupement. C'est-à-dire que, par exemple, je travaille beaucoup avec Max. J'ai développé quelques outils un petit peu comme tout le monde. Et c'est un peu au hasard des tournées que je m'aperçois que tel concepteur son ou tel concepteur vidéo utilise aussi Max et puis a pris une autre route que la mienne dans le développement d'un outil spécifique, quoi. Et ça, il n'y a pas de lieu d'échange, il n'y a pas de lieu de recherche, simplement, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà, ça, c'était un petit peu en introduction, une manière à
à positionner vraiment l'école comme un lieu d'enseignement qui est lié à une pratique. Ça, c'est très important. On n'est pas une université, on ne cherche pas à construire du savoir sur le théâtre. Nous sommes des praticiens et nous enseignons ces pratiques. Voilà, ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour l'école. L'école, l'enseignement à l'école, on pourrait le diviser en deux temps, quel que soit le département, donc son, lumière, etc., quoi. Il y a des parties beaucoup plus théoriques et beaucoup plus qui seraient des cours théoriques. Et il y a aussi des mises en jeu et des ateliers plus transversales où les choses se passent sur le plateau. Voilà. Avec plusieurs départements, avec une interdisciplinarité, c'est pas facile à dire. Voilà, au passage, je note que ce terme même de pluridisciplinarité ou de transversalité n'a pas le même sens pour nous que ce qu'on a utilisé jusqu'à présent ici. C'est-à-dire que pour nous, c'est le croisement entre le son, la lumière, la scéno, les costumes, etc. C'est-à-dire comment les choses circulent et comment est-ce qu'on construit... on a entendu le mot d'intermédialité, donc comment est-ce que ce jeu entre les médias circule et comment est-ce qu'on écrit entre les médias. Voilà, donc à l'ENSAT, il y a donc des ateliers qui sont construits avec plusieurs départements et dont beaucoup sont ouverts au public, c'est-à-dire sont présentés comme, ce sont des spectacles et voilà. En interne, on appelle ça des ouvertures, contrairement aux essais. Ça, c'est notre nouveau directeur qui a emprunté au vocabulaire du rugby. Voilà, les essais sont plus intimes et ça reste à la maison. On prend des risques et on ne montre pas forcément au public. Et les ouvertures, au contraire, sont des formes plus abouties qui sont ouvertes au public. J'ai parlé des 10 départements. Il n'y a pas de département vidéo. C'est une vraie question en interne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette question, quoi. Historiquement, au théâtre, elle arrive très tard. Je dis elle arrive parce qu'elle n'est pas arrivée. Par exemple, le concepteur son existe pour le Pôle emploi. Il est inscrit au RNCP. Pas le concepteur vidéo. C'est-à-dire que le réalisateur vidéo pour le théâtre n'existe pas. Il n'existe pas parce qu'il n'est pas écrit au RNCP, simplement parce qu'il n'y a pas de formation. Comme il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'inscription au registre national des compétences et des mois, compétences professionnelles, merci. Et donc, par exemple, je fais aussi la conception vidéo, notamment au CDN de Besançon. Je suis déclaré comme éclairagiste. Simplement parce que la case concepteur vidéo pour le théâtre ou réalisateur vidéo pour le spectacle vivant n'existe pas. C'est anecdotique, mais c'est aussi révélateur d'une pratique qui est émergente, quoi, et voilà. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est aussi une question en interne sur cette question de la vidéo. Et la question de la vidéo, pour l'instant, est résolue par le service multimédia de l'école. Donc Pascal Boyadjian est ici présent. Ce service a une double mission, en fait. D'abord, répondre aux besoins de vidéo de logistique de l'école. Mais surtout il accompagne les élèves au sein des différentes productions qu'ils font. Pascal pourrait en parler mieux que moi, puisque il est responsable de ce service. Mais il y a un vrai travail pédagogique avec quelques élèves qui viennent ou de la scénographie, ou de la lumière, ou du son, et qui vont s'attaquer à ça. Alors il y a quand même quelques cours dans chaque département qui traitent la question de la vidéo, du point de vue de la lumière, du point de vue du son, du point de vue de la scénographie, mais ça reste des cours très segmentés dans le temps, en tout cas. Sur la question de la recherche,
L'école n'a pas de doctorat, donc on forme des masters. Donc on n'a pas de labo, on n'a pas de labo de recherche. On peut le regretter, mais c'est comme ça. En tout cas, chaque élève, que ce soit de manière sur des ateliers plus collectifs ou de manière individuelle, chaque élève est invité vraiment à s'engager dans un projet de recherche-création, c'est-à-dire sur une démarche qui lui est propre ou qui est propre à un groupe de travail spécifique. Voilà, ça c'est assez important. Sur la question de la recherche à l'école, c'est Mireille Losco, que certains connaissent, Elisabeth, qui est responsable de l'unité de recherche à l'école. Voilà, ça c'était un petit peu pour situer l'école par rapport à l'université et puis par rapport aux professionnels, quoi. Je vais essayer maintenant de m'attaquer à quelques pistes qui sont ou traitées à l'ANSAT ou qui pourraient l'être. Bon, enfin, je ne vais pas revenir sur le besoin et le manque de recherche, non pas sur le théâtre, mais de recherche pour le théâtre. Ça, c'est quelque chose qui est important. Dans le domaine de la scénographie, d'abord, faut que je fasse attention à l'heure. Dans le domaine de la, je sais pas, dans le domaine de la scénographie, je vais essayer d'aller vite. Il y a deux axes qui me semblent importants. C'est tout ce qui pourrait être lié à la robotique, mais en tout cas aussi à l'informatisation des cintres. Des cintres et puis des commandes de moteur. Voilà, c'est-à-dire que ce qui amène la technologie, en tout cas dans la scénographie, c'est l'aspect dynamique. C'est-à-dire que, contrairement à une toile peinte qui est statique, que ce soit avec du son, de l'image ou des moteurs, la scénographie est pensée dans une évolution temporelle. Donc c'est des choses qui sont pour moi fondamentales dans l'évolution d'une approche de la scénographie. C'est cette notion de dynamique. La lumière aussi, la lumière est un champ de recherche qui pourrait être important. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont un petit peu praticiens de ce qu'on appelle les jeux d'orgue, qui sont en fait aujourd'hui des ordinateurs. C'est ni plus ni moins que des ordinateurs dédiés. Il y a peu de logiciels. On pourrait imaginer qu'un jeu d'orgue, en fait, c'est un logiciel avec une interface sur un ordinateur. En fait, la régie lumière est très attachée à l'objet dédié. Mais si on ouvre la carcasse, c'est une carte mère et puis un disque dur, quoi. Donc, mais il y a un clavier dédié, un objet dédié. Une des évolutions de la pensée sur ces jeux d'orgue, c'est la manière dont on gère le temps. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelque temps, une conduite lumière, c'était une suite d'états stables. Et puis, on avait des temps de transfert pour passer d'un état stable à un autre état stable. On parlait d'image, c'est-à-dire on crée une image, et puis on passe à une autre image, et puis on passe à une autre image, etc. Ça, c'était les premiers jeux d'orgue à mémoire fonctionnaient comme ça, ça venait des jeux d'orgue manuels, etc. Aujourd'hui, la pensée est beaucoup plus complexe, puisque ce ne sont plus les états, en tout cas dans certains jeux d'orgue, ce ne sont plus les états qui sont mémorisés, mais c'est les transitions. C'est-à-dire comment est-ce que on imagine des transitions, non plus d'un état à un autre, mais de paramètres qui évoluent dans le temps. Et c'est bien l'évolution de ces paramètres qui est mémorisée. C'est sur l'évolution des paramètres sur lesquels on travaille et non plus sur les états stables.
n'empêche pas d'avoir des états stables. Et si on arrête les évolutions temporelles, on se retrouve avec un état stable. En tout cas, la philosophie et la pensée de conception du moteur du jeu d'ordre a changé. Et ça, c'est vraiment aussi révélateur d'une écriture de la dynamique d'une scénographie. J'insiste là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment fondamental, quoi. Si la technologie a amené quelque chose dans la scénographie, c'est vraiment cette notion de dynamique. Je vois le temps qui passe. Oui. J'avais prévu de vous parler un peu plus en détail d'un programme, puisque je suis sur le département son, donc je peux plus parler du département son, même si je n'en ai pas encore beaucoup parlé. Mais au sein du département son, donc, on essaie de développer un outil donc avec les élèves Master 1, Master 2, qui s'appuie sur un moteur ambisonique. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ici ce que c'est que la technologie et les techniques ambisoniques. En fait, c'est un procédé technique qui permet d'enregistrer et de synthétiser de l'espace sonore. Voilà. C'est un procédé qui n'est pas nouveau, mais il se trouve que, encore une fois, Rémi l'a dit, la réalité virtuelle et les outils liés à la réalité virtuelle, en tout cas sur l'image, ont démocratisé aussi des outils pour le son. C'est-à-dire que si on a une image qui est en mouvement dans un espace virtuel, on aimerait que le son aussi soit dans un espace virtuel et en mouvement. Les technologies ambisoniques, enfin les techniques plus que technologies ambisoniques, permettent ça. Alors elles ont été... c'est pas une technique qui est neuve, hein, c'est rien de novateur. Ça a été, les bases ont été jetées dans les années 70. Et voilà. Mais les outils pour travailler sur l'ambisonique, aujourd'hui, se démocratisent. Et on trouve des outils de prise de son accessibles, bon marché. On trouve des outils logiciels sous forme de plugins ou sous forme d'architecture particulière qui sont gratuites, voire peu chères, quoi. Donc dans ce cadre-là, ça permet aussi de repenser ce que c'est que l'écriture de l'espace sonore au théâtre. Voilà. Donc j'avais prévu de vous montrer un petit peu ça. Voilà. Moi, je voudrais juste finir, puisqu'il me reste peu de temps, mais je voudrais juste finir en disant que je suis assez content d'être ici, puisque ça fait plusieurs années que cette question de la recherche autour des outils technologiques, c'est quelque chose que je creuse depuis un moment, notamment avec, je pense à Jean-Louis Larcebeau à l'ISTS, à Avignon. J'espère, moi aussi, que ce ne sont pas les dernières gîtes. Et je finirai juste avec une question, quoi. Les gîtes se veulent calquer sur les gyms. Les gyms sont organisés par la FIM. Est-ce que ça voudrait dire qu'on va assister à la naissance d'une AFIT